Bonjour à tous, bienvenue pour cette webconférence qui a pour thème l'optimisation de la planification des ressources logistiques. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jennifer Molac. Jennifer, vous êtes la responsable exploitation logistique chez Yoplait. David Dubos, vous êtes le responsable logistique chez Yoplait au niveau Europe. Tout à fait. Olivier Bernard, vous êtes le directeur du développement de la société DSIA. Et Pierre-Antoine Gauthier, vous êtes vous êtes à la direction des opérations clients chez DSIA. Enchanté. Bien ça. J'ai tout bon. Ça, oui, J'ai tout bon. Très bien. Peut-être dans un premier temps nous rappeler ce qu'est DSIA, sachant qu'on s'était déjà vu il y a une année à peu près pour parler également de la solution AdBlue, mais avec un prestataire logistique. Oui, tout à fait. Avec Steph, on avait fait un webinaire qui était plus orienté sur l'adéquation cap à charge, parce qu'ils ont une activité qui est très très variable. Là, la thématique, ça va être plutôt la planif. Donc DSIA, en deux mots, c'est une société de services, de système d'information qui a construit son offre autour de la supply, Oui. donc transport, logistique et puis gestion des appros. On a plusieurs métiers. On est éditeur de logiciels, donc on édite nos deux produits, nos deux solutions, donc Logistar d'un côté pour tout ce qui est WMS, TMS, OMS, et puis ABValue dont on va parler, qui est plutôt orienté supply chain analytics, pilotage de la performance. On a un autre métier qui est... Je vous arrête juste une petite seconde. Ces deux solutions, elles peuvent se combiner, enfin elles se combinent obligatoirement ou on peut les avoir Effectivement, c'est une bonne question. C'est modulaire. Donc, ABValue on peut très bien mettre ABValue si on n'a pas sur n'importe quel type de WMS. Voilà, si on n'a pas forcément le WMS. Donc, dans le cadre de Yoplait, effectivement, c'est Logistar, mais avec d'autres acteurs type Carrefour, par exemple, on a équipé tous les entrepôts B2B de Carrefour. Et là, c'est de l'infologue, donc on va dire, c'est indépendant de la solution WMS. Très bien. Autrement, on a un autre métier on est opérateur SaaS depuis notre création. Donc on délivre notre prestation à travers un cloud privé qui est opéré à partir de nos data centers qu'on opère en propre. Et le troisième volet de notre offre, c'est la partie BPO. Donc c'est tous les services humains autour des data centers, donc tous les métiers de la production informatique. Et ensuite autour de nos applicatifs à travers le support client qui est composé de logisticiens, et qui a des ressources, on va dire, chef de projet de développement pour tout ce qui est escalade, niveau 2, etc. Donc, parce que ce qu'on voit à nos clients, c'est de la continuité de service dans leurs opérations. On reviendra dessus après. On a des secteurs très ciblés qui ont des supply chains assez tendus. Très bien. David, peut-être un mot aussi sur Yoplait, que tout le monde connaît, mais enfin, dans le détail, donc c'est Yoplait, combien d'usines en France, par exemple? Donc nous avons donc la société Yoplait, avant de répondre à cette question, donc appartient donc à un industriel frais, donc dans les yaourts. Je pense que tout le monde connaît ou a acheté au moins des yaourts Yoplait. Appartient à au groupe Sodial, une coopérative française laitière. Nous avons 3 usines en France pour livrer le marché européen, et nous sommes présents en France, au UK, en Irlande, en Suède et en Belgique. Et dans les autres pays, nous sommes plutôt sous une forme de licence. D'accord. Voilà. Donc pour faire peut-être un petit focus sur la partie supply chain, nous en France, on a donc nos 3 usines. Nous avons aussi un schéma de distribution avec 5 entrepôts, puisqu'on travaille essentiellement pour la grande distribution. On a 2 principaux circuits qui sont la GMS et la consommation hors domicile. Voilà, donc on a un schéma qui est plutôt régional, du fait qu'on a un flux de commandes qui est de type Apora, très tendu. On reçoit nos commandes, on a un délai très très court entre la réception de la commande et de la livraison. Voilà, donc on a un schéma de 5 entrepôts, 4 entrepôts plutôt externalisés avec des partenaires, et un entrepôt interne au Mans, et ce qui sera l'objet aussi de notre discussion d'aujourd'hui, autour de la planification des ressources logistiques. J'aime bien le terme plutôt externalisé. Donc c'est parce que vous conservez quand même une petite partie de la gestion de l'entrepôt quand la logistique était externalisée. Oui, tout à fait. On a un modèle un peu hybride, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui, sur la partie 3PL, qui nous font l'exécution, mais on a un modèle où on souhaite conserver la totalité du pilotage. En tout cas, le pilotage est en interne, avec des ressources, avec des coordinateurs transport et des coordinateurs entrepôts qui s'assurent de la bonne exécution de nos flux. Alors, on est dans un marché ultra frais, donc des délais très courts, une durée de vie de produit aussi à 30
entre 30 et 35 jours, donc une durée de vie de produit très courte, ce qui nécessite d'être très réactif. Et justement, d'avoir ces ressources implantées un peu sur tous nos entrepôts permet de pouvoir de réagir très rapidement, puisqu'on est dans un univers sous contrainte. Ouais. Un contexte économique assez tendu avec. Oui, je pense que comme tout le monde, hein, parmi nos auditeurs, je pense que tout le monde a subi un petit peu le contexte actuel, notamment autour des prix de la palette, en tout cas de la pénurie de palettes bois qu'on constate aujourd'hui, des problématiques de transport aussi, avec une pénurie de chauffeurs, des délais de commande de camions qui sont très très longs. La situation ne nous aide pas. On a un contexte qui est très difficile et qui demande d'être vraiment au plus près de nos flux pour pouvoir assurer la livraison vers nos clients. Donc, si on fait un focus sur les ressources humaines, j'imagine que là aussi, c'est quand même un sujet important qui vous a conduit justement à vous tourner vers une solution qui permet de mieux les planifier, de mieux optimiser ce volet. Oui, bien sûr. C'est comme on l'a dit, toute notre planification est basée sur de la prévision. Donc notre cœur de métier, c'est la planification, c'est-à-dire de pouvoir finalement ajuster et de mettre le bon niveau de ressources par rapport au volume. Et le risque, bien sûr, c'est si on n'a pas cette adéquation-là, le risque de ne pas pouvoir livrer nos clients par un manque de ressources. Donc ça a été aussi un petit peu l'objectif de notre projet, c'était de pouvoir assurer une bonne planification pour assurer la livraison de nos clients. Alors, on va parler plus particulièrement du site du Mans, hein, qui est un site qui est donc géré en interne. Tout à fait. Il y a combien de personnes qui travaillent Alors, on est sur une activité qui est composée de 75 personnes. On travaille en 3-8 et 6 jours sur 7, puisqu'on est dans le domaine du frais. Et la particularité du Mans, c'est que nous sommes implantés au sein d'une de nos usines qui, elle, a cette activité en 24/24, on va dire. Donc, on gère l'entrepôt de l'usine. Et notre entrepôt de distribution qui assure la distribution sur la partie ouest de la France. Alors Jennifer, vous êtes responsable de l'exploitation du site. Comment ça signifie quoi planifier les ressources au quotidien pour vous ? Du coup, c'est faire en sorte que justement, comme répondait David, de pouvoir répondre au mieux à la demande de nos clients en ayant anticipé le personnel pour pouvoir avoir une bonne organisation sur la plateforme. Et c'est vrai que, comme disait David, on travaille sur 6 jours. Donc ça veut dire qu'on a des équipes avec des cycles, avec des repos qui peuvent être différents en fonction de leur cycle, plusieurs problématiques. Et c'est ce qui faisait aussi que c'était compliqué de planifier le personnel. Et je ne parle même pas de la partie prévision, et notamment avec les hausses d'activité liées à nos promos, qui peuvent être, nous faire avoir un besoin plus important en personnel. Donc il faut qu'on puisse anticiper toute cette organisation-là pour que ça soit plus périn pour tout le monde. Anticiper et puis j'imagine réagir rapidement parce que c'est des produits, certains produits sont météo-sensibles par exemple, donc il doit y avoir des moments où il y a des pics. C'est ça, on a des produits qui sont vendus plus l'été, au contraire d'autres qui sont vendus plus l'hiver, type les crèmes. Et c'est vrai que il faut qu'on soit capable de réagir et avoir un outil qui nous fasse anticiper cette demande pour pouvoir avoir le personnel pour répondre aux besoins de nos clients. Il y a des congés sans doute aussi à gérer, enfin il y a toutes les problématiques. Oui, c'est ça, il y a les congés, les formations, on a, après pareil, les réunions pour pouvoir faire des projets sur la plateforme, plusieurs choses qu'il faut qu'effectivement on puisse anticiper. Et en plus, ce qui a pu nous être intéressant, c'est qu'avant, on avait ces informations-là qui étaient réparties sur différents tableurs. Donc, dès qu'on oubliait un tableur ou un autre, on avait une potentielle erreur pour les équipes. Alors qu'avec un outil où on a centralisé l'information, ça permet d'avoir toutes les informations au même endroit lorsqu'on planifie. Et j'imagine aussi qu'il faut répartir le travail au mieux des équipes, qu'il n'y ait pas des équipes qui soient surchargées, puis d'autres qui soient... C'est ça. Du coup, il faut vraiment avoir une gestion de flux, et notamment notre site, comme disait David, où on gère également la partie entrepôt de l'usine du Mans et notre partie de distribution. On a une polyvalence en interne de nos salariés. Et effectivement, savoir quels sont les besoins, si c'est plus au niveau de l'usine ou de la distribution, et répartir correctement les charges.
Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cet entrepôt? Quelle est l'activité pour qu'on se représente bien ce que fait un entrepôt sorti d'usine comme celui du Mans? Par rapport à l'usine du Mans, on réceptionne les produits qui sont fabriqués au Mans. Ouais. Ensuite, en fonction de de la demande faite par le service ordonnancement, on va les orienter sur les différentes plateformes logistiques. Donc soit effectivement sur la nôtre au Mans. Ouais. Sinon, on va les orienter sur les autres plateformes Yoplait. Et concernant la partie distribution, en fonction des commandes qu'on peut avoir de nos clients, on va les lancer sur nos lignes et préparer. Donc on va avoir aussi bien de la préparation, ce qu'on appelle picking, où c'est vraiment au colis ou des palettes complètes pour nos clients, pour ensuite les mettre à disposition sur nos quais lorsque les camions viennent et qu'on puisse ensuite les emmener soit sur les entrepôts, soit chez nos clients. C'est un entrepôt qui est en température dirigée? On est à 4 degrés. À 4 degrés, vous êtes? Oui. D'accord. C'est plus compliqué de trouver du personnel quand on travaille dans une ambiance comme ça C'est sûr qu'il y a des contraintes physiques, parce que c'est pareil, faire de la prépa picking, c'est physique. Il faut porter des colis toute la journée. Il faut des personnes qui ont les compétences, il faut les cassettes, savoir conduire les chariots. Et oui, effectivement, il faut qu'on ait le personnel qui soit là et qui soit disponible. Et puis quand on l'a, il faut le fidéliser aussi. Hein, c'est ça, oui. Il faut le fidéliser complètement pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse continuer notre activité. Les ressources humaines, ça a souvent été un peu négligé dans les entrepôts, j'allais dire. Est-ce que, justement, on ne va pas vers une rationalisation un petit peu plus, une professionnalisation de cette activité, de façon à justement gérer au mieux les équipes, qu'elles se sentent bien, Voilà. Oui, si, c'est sûr que contrairement peut-être à quelques années, c'est devenu essentiel que les équipes, le bien-être au travail est devenu essentiel, et puisque du coup ça implique vraiment que les salariés se sentent bien. Et derrière, on a pu voir qu'il y avait des liens avec notamment la sécurité au travail. Un salarié qui se sent bien, il va prendre moins de risques qu'un salarié qui n'est pas bien dans son quotidien. Donc, du coup, vous avez cherché une solution informatique qui permette de répondre à ces enjeux et de faire en sorte que l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines soit mieux gérée, et surtout que le travail soit peut-être mieux planifié. Oui, et je rajouterais également que l'enjeu, c'était effectivement d'avoir notre capacité en fonction qu'on ait suffisamment le personnel par rapport à nos prévisions, mais également d'éviter toutes ces erreurs qu'on pouvait avoir par rapport à l'organisation, par rapport à des cycles différents. Qui faisait que du coup on pouvait délivrer un planning erroné à nos équipes, et ça permettait d'avoir plus de recul et ainsi donner quelque chose de plus fiable pour le personnel. C'était le cas avant, ça vous arrive des fois d'avoir des choses comme ça, des dysfonctionnements? Oui, David, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. On a cherché une solution, et la solution AB-Value, en fait, nous permet de faire des projections d'effectifs en fonction d'un modèle. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'on a modélisé nos processus, tâche par tâche, et ce qui permet finalement, en fonction de la structure de flux, parce qu'on parle souvent dans nos métiers des petites commandes, des grosses commandes. Ok, mais les petites commandes nécessitent plus de ressources que à volume constant, équivalent, que les grosses commandes. Et ce qui a été intéressant, en tout cas dans ce projet-là, c'est qu'on est parti d'un processus opérationnel sur lequel on a modélisé l'ensemble de nos tâches. Et quand on injecte nos volumes prévisionnels, finalement, l'outil va permettre de calculer et de tenir compte justement de ces spécificités, de ces structures de flux, pour déterminer le nombre de personnes à mettre sur chaque poste. Puisque comme on a décomposé par processus, on a bien des processus pour nos caristes, pour nos chargeurs, pour les personnes qui font de la réception usine. Par métier, on a décomposé ce processus. En injectant le volume, l'outil arrive à nous calculer par métier le nombre de personnes qu'on a besoin. Puisque la prévision, on reçoit qu'un tonnage, un tonnage global, qu'il faut ensuite décomposer, nous, en tant que logiciens, par des unités d'œuvre. Un nombre de palettes expédiées, un nombre de colis à préparer, etc. Donc on a choisi cette solution pour ça. On a aussi choisi DSIA, puisque c'est à mon sens aussi, ils ont une vraie expertise logistique.
C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des éditeurs de logiciels. Ils ont, et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, des équipes projets, des logisticiens qui connaissent le métier de leurs clients. Et donc ça aussi, c'est très appréciable, parce qu'il y a une vraie communication qui se fait. Oui. On n'est pas en face de développeurs, on est en face de gens qui connaissent le métier de leurs clients et qui sont force de proposition par rapport à des problématiques. On n'a pas forcément, nous, des solutions, en tout cas, on n'a pas les éléments, et ils arrivent avec ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette solution. Alors c'est vrai qu'on a aussi, et c'était aussi dans un élément, mais qui n'était pas l'élément principal, on a aussi Logistar aujourd'hui, en tant que WMS, sur l'ensemble de nos sites. Donc c'était une extension naturelle, sans faire d'interface EDI, puisque vous avez une connexion native, vu qu'on est entre solutions Logistar, on a une solution native, sans solliciter les équipes IT pour développer des interfaces entre les solutions. Donc voilà, donc c'était un vrai projet collaboratif qui a permis aussi d'intégrer l'ensemble des équipes, l'ensemble des chefs d'équipe, puisqu'aujourd'hui, Jennifer a commencé le projet en essayant de mettre cette solution-là. Et petit à petit, elle est en train de déléguer la planification aux chefs d'équipe pour qu'ils puissent prendre le relais et vraiment soient les vrais pilotes. C'est eux qui pilotent nos équipes aujourd'hui au quotidien. C'est eux qui ont les éléments pour pouvoir justement effectuer ces opérations-là. D'accord. On va peut-être rentrer tout à l'heure dans le détail de l'outil, mais déjà dans un premier temps, Jennifer, qu'est-ce que ça a changé vraiment pour vous au quotidien, la mise en place de l'outil ? Tout simplement déjà une simplicité, puisqu'avant, comme je vous disais, on avait plusieurs tableurs, donc faire des plannings sur des tableurs, c'est pas forcément évident. Un seul outil pour centraliser notre information, le temps qu'on y gagne, et puis le fait que les cycles soient déjà pré-renseignés. Alors c'est un travail en amont à faire, mais ça permet qu'ensuite ça roule tout seul. Les congés sont déjà renseignés dedans. On injecte du coup nos prévisions dans cet outil. À partir de ça, comme disait David, ça nous calcule pour chaque poste nos besoins. Et en fonction, on réappartit notre personnel et on passe... avant, on avait une personne à temps plein qui faisait les plannings. Et maintenant, comme disait David, on a pu mettre cette tâche-là sur les chefs d'équipe qui, en plus de cette tâche-là, continuent de faire leur animation terrain. Donc ça a vraiment une plus-value là-dessus, sur faciliter, fluidifier et aussi pouvoir anticiper nos besoins, puisque les prévisions les assurent du plus long terme, et pouvoir anticiper notamment nos besoins en intérimaire si nécessaire. Je vais vous demander, vous avez des intérimaires. Oui, c'est ça. Donc du coup, quand on voit qu'on a des périodes de grosses promos, on est capable de le voir en amont via B-Value et du coup se dire il y a des journées, il y a des journées où ça va être plus compliqué, il faut qu'on anticipe, qu'on recrute ou au contraire qu'on essaye de voir comment faire pour pouvoir faire passer cette hausse d'activité, puisque comme on disait tout à l'heure, on a les promotions, on a des produits qui sont plus vendus l'été avec des problématiques différentes et ça permet vraiment d'anticiper et de pouvoir programmer avec les équipes. D'accord. C'est un outil aussi qui vous permet d'avoir des indicateurs, de produire des tableaux de bord pour avoir une vision un petit peu synthétique. Oui, on est capable de pouvoir sortir des chiffres par rapport à, notamment grâce aussi à Time Tracking, qui nous permet d'avoir savoir combien on a eu de palettes picking, de palettes de réserve, donc c'est les palettes complètes. On peut sortir beaucoup de chiffres et qui permet derrière d'avoir une analyse plus poussée de ce qui a pu se passer et essayer de progresser par la suite. On a les deux modules. On a le module qu'a expliqué, je crois que avec Steph notamment. Là, on n'a pas fait un focus aujourd'hui sur ça parce que c'était pas. On a voulu ramener plutôt la partie planification, mais on a l'ensemble des modules, à la fois la partie analyse de la performance et à la fois la partie planification. Voilà. Et je rebondirai sur un élément qui a peut-être pas été cité, mais aussi. Jennifer l'a dit, on est dans un site où on a beaucoup de polyvalence. Et avant, c'était très compliqué de savoir finalement, pour chaque opérateur, le temps qui passait sur chaque processus. Et avec Time Tracking, donc, c'est une tablette sur laquelle nos chefs d'équipe peuvent, en tout cas, quand ils font des changements, en disant on a plus de camions à réceptionner, donc ils vont prendre des effectifs à un endroit pour les basculer. Time Tracking nous permet finalement de capter ces temps et de pouvoir affiner notre modèle et affiner nos prévisions. C'est-à-dire qu'il y a un enrichissement aussi au fur et à mesure. On met à jour notre modèle pour, s'il y a des changements, pour pouvoir avoir un modèle le plus juste et le plus fin possible. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant par rapport à ça.
Alors Olivier, l'année dernière, on a parlé déjà d'AB Value avec un 3PL, Steph. Est-ce que c'est un outil, alors on est toujours dans l'agroalimentaire, est-ce que c'est un outil qui s'adapte à tous les secteurs d'activité ou c'est Oui, alors Jennifer et puis David en ont parlé. Quand on démarre AB Value, on n'est vraiment pas dans un projet informatique. C'est avant tout un projet organisationnel. C'est-à-dire que d'où l'intérêt aussi de faire appel à des gens qui ont un savoir-faire logistique. Donc c'est adapté dans un contexte Steph. On est sur de la distribution spécialisée aussi avec Sonepar. Donc 3PL, distribution spécialisée, et puis industrie agroalimentaire avec Yoplait. Donc la dimension, on va dire, l'outil adaptable, la planification est relativement, on va dire, standard dans ses fonctionnalités. Ce qui est l'effort à faire, c'est sur le paramétrage de l'organisation. Jennifer en parlait, les rotations de shift, le fait qu'on ne doit pas faire X samedi de suite, etc. Donc tout le travail, on va dire, de config est avant tout un travail de configuration, de paramétrage et pour coller au plus juste à l'organisation. Mais il n'y a aucun développement fonctionnel dans une démarche projet AB Value. Donc c'est un module, c'est un outil qui peut s'implémenter aussi bien dans la grande distribution que chez un industriel, l'agroalimentaire, mais on peut aussi imaginer d'autres secteurs d'activité. Il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune spécificité, on va dire, de secteur. Donc c'est quoi l'organisation, les rotations de shift, la gestion des compétences des gens, la polyvalence, etc. Oui, c'est AB Value qui s'est adapté à notre organisation et non pas à notre organisation qui a dû s'adapter à l'outil. On leur a donné nos informations et ils les ont paramétrées pour les rentrer dans leur outil. Plus un point, excusez-moi Jean-Philippe, un point important qu'a mentionné David, c'est l'aspect mix-flux, c'est-à-dire les petites commandes, les grosses commandes, pouvoir mettre des cadences un peu différentes sur les différents ateliers pour pouvoir adapter au plus juste par rapport à la réalité d'un portefeuille. Ça, c'est un point important qui est aussi à customiser en fonction du secteur. Là, pour le coup, quand on paramètre du e-commerce, on n'a pas la même façon de gérer son portefeuille de commandes clients que quand on est dans de l'industrie agroalimentaire. Oui, j'imagine. Et Jennifer, alors... Est-ce que l'outil, ça a été facile Est-ce que vous avez pu l'appréhender facilement? Comment s'est passée la prise en main? Est-ce que ça a mis du temps? Est-ce qu'il y a eu de la formation? Comment en fait, ce qui a été compliqué, comme l'a dit David, c'est vrai que le projet a démarré avant le Covid, donc il y a eu après la période du confinement où on a eu une très grosse hausse d'activité, donc le choix a été de le mettre en stand-by. On a donc redémarré en janvier 2021. Par rapport à comment ça s'est implanté le projet, ce qui est très agréable, c'est qu'on l'a fait pas à pas. C'est-à-dire qu'on a commencé à donner nos données à AB Value, notamment à Pierre-Antoine, pour pouvoir lui dire voilà comment son OSI, voilà comment on fonctionne, qu'il puisse prendre des temps également pour pouvoir construire le modèle. Et ensuite, alors Pierre-Antoine entrera plus dans le détail du projet, mais ensuite on a vraiment fait le choix d'avoir d'utiliser l'AB Value et également le tableur en parallèle pour s'assurer que les deux outils correspondaient et pour au final se lancer et que ça puisse qu'on puisse être autonome avec cet outil tout en ayant toujours l'accompagnement de Pierre-Antoine en cas de difficulté et notamment sur la partie formation, ce genre de choses. C'est un outil qui est très orienté métier, un processus. Oui. Comment ça s'est passé avec le DSI? J'imagine que vous avez dû discuter un petit peu au moment du choix de l'outil. On les a sollicités, en tout cas on les a informés, mais comme c'est une solution en mode SaaS, ça nécessite aucune intervention de notre DSI. On est sur une connexion directe, hormis l'investissement, on va dire, sur lequel il y a une rémunération par rapport à la prestation, mais notre DSI ont été impliqués uniquement sur de l'information, sur la validation budgétaire, on va dire, mais aucune intervention de leur part, puisqu'on est sur un mode SaaS. Tout est géré par DSIA. Alors Pierre-Antoine, comment s'est passé ce projet? Vous n'avez pas eu de chance, vous avez démarré avant le Covid et puis d'un seul coup le Covid est arrivé. Comment vous avez vécu cette implémentation? En effet, comme il était dit, on a démarré le projet juste avant le premier confinement, le début du Covid. Donc il a été mis légèrement en stand-by, notamment sur des activités un peu plus fortes côté Yoplait. Mais après, en soi, ça n'a pas été une contrainte ou une difficulté particulière, puisque
L'organisation, c'était qu'avec Jennifer, on faisait des points réguliers toutes les semaines pour voir comment ça avançait, quelle était la prochaine étape, comment implémenter et se mettre en place justement ces prochaines étapes, les parties formation et accompagnement. En soi, c'est pas un souci de ne pas pouvoir être présent sur le site. D'accord. Comme ça. Il y a juste pour la partie, effectivement, comme en parlait David tout à l'heure, gamme opératoire. Là, effectivement, on avait eu la chance quand même d'aller sur site avant le Covid pour prendre ces informations, mais c'est là où la seule partie où on est un peu obligé d'aller sur le terrain quand même. Bah oui, voir un parce peu que comment ça se j'imagine passe. que quand on passe d'un client à l'autre, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, on Et est les processus, sur des sujets qui sont extrêmement pointus, avec, on l'a rappelé tout à l'heure, une obligation de livrer le produit dans des délais courts, parce que c'est un produit qui a une durée de vie qui est quand même relativement limitée. Donc j'imagine que tout ça doit être pris en compte dans l'outil. Comment on fait quand on implémente une solution comme ça? Il faut vraiment, je veux dire, s'imprégner de la culture du client? Oui, bah alors c'est effectivement, généralement, on récupère, ils nous transmettent leurs informations de comment ils fonctionnent. Et après, c'est cette partie-là qu'on retranscrit dans un B-Value suivant les modèles, le paramétrage. Ouais. Et puis qu'on essaye après d'adapter. Il y a des spécificités à introduire. Enfin, l'outil s'adapte, ou alors c'est vraiment une version standard qui suffit de paramétrer. Pour la partie gamme opératoire, il y a Ouais. effectivement les spécificités du site à implémenter. Ouais. Les distances, par exemple. Oui, notamment tout ce qui va être distance, parce que forcément d'un site à l'autre, c'est pas les mêmes distances. Certains processus qui diffèrent aussi d'un site d'un client à l'autre. Ouais. Et mais après, hormis cette première partie, l'implémentation, il y a quand même une partie comme disait Jennifer tout à l'heure, sur les cycles au niveau des opérateurs. Pareil, chaque client ou chaque site a potentiellement ses spécificités. Donc c'est là où, pareil, ils nous transmettent leurs informations. On a tant de cycles, il y a des cycles où on va avoir des enchaînements de jours de repos de telle manière, d'autres de telle manière. On paramètre tout ça dans un B-Value, on affecte les opérateurs, et puis après, tout est fait en automatique. Et ils n'ont plus besoin d'y revenir dessus, sauf si changement majeur. D'accord. Chose à changer. Alors vous l'avez dit, c'était donc une période un peu particulière, le Covid. Ça n'a pas été forcément un frein dans l'implémentation de l'outil. Ça demandait combien de temps pour le mettre en place? Donc là, ça s'est étalé sur 6 mois, mais pas 6 mois complets. Hein. Donc je pense qu'au total, c'est un mois qu'on a un peu étalé. Mais oui, c'est plus après la partie formation, accompagnement qui a pris aussi un petit temps, ainsi que fiabilisation et adaptation du modèle pour le rendre le plus juste possible par rapport à la réalité terrain. D'accord. Pardon. Oui, juste sur la partie timing, je pense que ça dépend Ouais. aussi des clients et de la façon dont on veut gérer le changement. Ouais, bien Nous, sûr. comme l'a dit Jennifer, nous on voulait vraiment faire du étape par étape Ouais. et introduire cette notion-là au fur et à mesure. Donc on a peut-être mis un peu plus de temps, nous, que la moyenne qu'on pourrait mettre. Mais ça a été un choix aussi délibéré de notre part d'amener cette conduite du changement progressive. Et d'amener, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que c'est aussi comment, quand on met un nouvel outil, c'est comment on fait pour que les équipes adhèrent et participent à ce projet-là complètement. Puis effectivement, parfois c'est peut-être mieux de prendre son temps, mais que ça se passe très bien et qu'au final on arrive à ce qu'on veut. C'est aussi, je pense. Plutôt que de vouloir aller trop vite et ça a un peu plus de mal. Bien sûr, je m'adresse là à ceux qui nous regardent. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre via le chat. Est-ce que vous avez été confronté à des défis particuliers, à des problématiques, à des difficultés au moment de la mise en œuvre? Pas spécialement par le Covid, quoi. Non, après c'est plus, comme on disait, fiabiliser et vraiment se rapprocher le plus juste de la réalité via les gammes opératoires. Après, sinon, je ne vois pas de contraintes particulières comme ça, peut-être. C'est la fiabilité du modèle. Je pense que c'est, comme on l'a dit, tout est basé sur un modèle. Il faut que votre modèle soit le reflet de ce que vous faites. Oui. Et donc, c'est transposer ça. Et donc, c'est là où on a mis peut-être, nous, un peu plus de temps. De part aussi notre complexité, du fait qu'on a à la fois un entrepôt-usine sur lequel on a des charges fixes. Et même si on produit 1 ou 50 palettes, je veux dire, il faut toujours qu'il y ait des ressources, quoi. Donc, voilà, avec des modes opératoires peut-être un peu complexes. Et ça a été d'affiner ce modèle
parce que c'est le modèle qui détermine la planification. Donc on a mis un peu plus de temps, on est revenu. Je crois qu'on a fait aussi une deuxième vague d'ajustements pour que notre modèle soit le plus juste possible. D'accord. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a d'autres... des évolutions Alors on a fait quelques demandes d'évolution, mais très peu. Je crois qu'on avait ça couvrait 99% de nos besoins, mais il y avait quelques éléments. Je donnerai un exemple. DSIA avait un planning semaine qui commençait le lundi, mais nous on commence le dimanche soir. Ouais. Donc on a fait quelques ajustements par rapport à ça, mais qui sont pour moi des évolutions mineures par rapport à ce qu'a proposé l'outil en termes de standards. Et en termes de projection, moi j'ai qu'un entrepôt, on n'a qu'un entrepôt en interne. Donc, je ne pourrais pas le déployer au-delà de mon périmètre. Mais on travaille aujourd'hui sur la partie module financier, qui fera peut-être l'objet d'un webinaire, d'un prochain webinaire, où on est en train de voir comment on peut finalement, à partir des données, puisqu'on a toutes les informations, construire nos PNL logistiques d'entrepôt. Et puis le module financier permet aussi, y compris que vous ayez de la prestation interne ou de la prestation sous-traitée, ça permet, y compris quand vous n'avez pas la main sur les ressources, vous avez un contrat avec un prestataire logistique, ça permet de projeter aussi vos atterrissages en fonction des pics de volume, etc., de voir si vous allez toujours rester dans les clous du budget. Donc ça permet de piloter un peu le contrat. Et puis aussi d'anticiper avec son prestataire des éventuelles variations de volume et puis d'atterrissage, on va dire, budgétaire. Donc, effectivement, on a commencé à en discuter, mais c'est très récent. C'est un des axes, effectivement, quand on n'est pas multisite, c'est le seul axe possible, puisque mettre le module planif chez le prestataire, on est chez le prestataire. Donc c'est au prestataire de décider s'il veut aller vers ce type de solution ou pas, quoi. C'est un projet, donc, on peut dire, globalement réussi. Quels sont les prérequis, justement, pour réussir un tel projet, Jennifer? Est-ce que, si vous aviez des conseils à donner à ceux qui nous regardent et qui ont un projet un petit peu similaire, quels sont les conseils que vous pourriez leur prodiguer? Je dirais, dans un premier temps, déjà de bien connaître tous les différents processus qu'on peut avoir sur la plateforme, les différents métiers, les différents flux qui peuvent y avoir, pour pouvoir avoir un cahier des charges complet à adresser à DSIA, parce que plus on connaît notre métier, plus on peut le transmettre facilement, donc on gagne du temps, parce que si c'est clair pour eux, ça sera plus facile de le modéliser. Et à l'inverse, ne pas forcément être vouloir être trop rapide. Je pense que, comme on disait, l'avoir fait étape par étape, ça permet de checker qu'on est toujours très fiable notamment, et de ne pas bouleverser le quotidien de nos équipes du jour au lendemain en leur disant c'est l'outil qui pilote. Je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape, checker qu'on est bon et après pouvoir progresser pour pouvoir avoir, comme nous on a pu le constater, de bons résultats sans avoir eu d'impact sur le personnel. Oui, mais en même temps, c'est un outil de management. J'imagine que ça vous permet aussi d'avoir des indicateurs fiables qui vous permettent de dire aux équipes, écoutez, voilà la situation, et de vous appuyer sur les recommandations de l'outil, sur les indicateurs pour pouvoir planifier. Pour pouvoir planifier et aussi également voir par rapport au passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus de commandes, moins de commandes. C'est pour ça qu'il y a eu tel bouleversement dans l'organisation, parce que ça arrive aussi quand même. Pouvoir justifier nos choix et puis tout bêtement aussi valider ou non les congés. En fait, si on a besoin de tant de personnes et qu'il y a trop de personnes en congé, malheureusement... On s'en sert, oui, en complément, on s'en sert aussi comme un outil de communication. Le fait qu'on a toutes nos données, Jennifer peut animer ses réunions avec ses équipes en présentant l'évolution de volume. On ne parle pas forcément de performance ou des choses comme ça, mais en tout cas d'avoir toutes les informations qu'on a, le nombre de colis préparés, le nombre de palettes, etc. Donc on s'en sert parce qu'ils ont une partie qui est web, donc avec un dashboard où on a construit et on se sert aussi d'un outil de communication. Donc on gère notre performance, notre planification et on s'en sert d'un outil de communication.
Et tout ça dans le même outil, sans interface, ce qui facilite aussi, ce qui simplifie beaucoup les choses. La complexité de ce qu'on a aujourd'hui. Ça permet d'expliquer de justifier vos décisions, par exemple. Voilà, tout à fait. Ou d'expliquer à nos collaborateurs qu'est-ce qu'on a fait, comment on a traité, comment on a été, est-ce qu'on a été bien, est-ce qu'on a eu des difficultés, pourquoi on a eu des difficultés. Si la structure de flux a changé, oui, on explique par nos indicateurs que la structure a changé et que c'est normal qu'on ait été obligé de faire soit des heures supplémentaires ou de continuer un peu plus pour finir nos journées. Si je peux permettre juste pour compléter une petite partie sur la réussite, et je pense qu'effectivement cette stratégie d'y aller pas à pas a permis aussi peut-être plus facilement d'emmener les équipes, les amener dans le projet, dans ce changement, et ce qui a permis de faciliter aussi ce changement, je pense. On parlait d'indicateurs de réussite. L'indicateur de réussite, pour moi, c'est la fiabilité de nos plannings. Et c'est nos collaborateurs qui nous disent, finalement, ce projet est réussi parce que j'ai de la visibilité, j'ai des plannings qui sont fiables, j'ai une projection. On respecte rien que les règlements RH, en tout cas ressources humaines, le temps de shift qui est en France est réglementé. Donc c'était avant tout ça. Notre premier objectif, c'était ça, c'était de vraiment fiabiliser notre planification, à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de respect des shifts, quoi. Vous avez organisé une réunion avec vos personnels pour leur dire, voilà, il va y avoir un nouvel outil qui va permettre de mieux planifier. Il y a eu un effort d'information, d'adaptation au changement. On leur a expliqué effectivement qu'on passait sur un nouvel outil. On leur a dit qu'effectivement, il y aurait, par rapport au nombre, aux besoins personnels, c'est l'outil qui allait calculer. Contrairement à avant, on faisait un produit en croix, tout bêtement. Et on leur a même présenté les plannings, puisque avant, c'était des présentations tableurs. Maintenant, on a un PDF qui sort, qui pouvait être adaptable. Donc, j'avais vu avec Pierre-Antoine savoir si on voulait plutôt des couleurs pour les shifts ou des couleurs pour les processus. Enfin, on pouvait faire plusieurs choses. Et on a laissé la possibilité au personnel, justement, notamment par rapport à l'affichage du planning, savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir en premier lieu, et de leur expliquer ce que ça impliquerait s'ils voyaient qu'il y avait des soucis au niveau, parce qu'au début, il y a quand même quelques petits bugs au niveau notamment des changements de shift. S'ils voyaient des anomalies, qu'ils n'hésitent pas à nous les remonter pour qu'on puisse les corriger rapidement. On a essayé de les impliquer au maximum pour pouvoir avoir des retours et qu'ils voient bien le bénéfice que ça apporte. C'est important, ça, cette acceptation c'est indispensable même. C'est primordial. Je trouve que dans tout projet, la conduite du changement, c'est l'acceptation par les équipes de ce changement-là. Et donc on essaye d'être proche de nos collaborateurs. En tout cas, on parlait aussi de la qualité de vie au travail. Ça en fait partie pour moi d'assurer des bons plannings à nos collaborateurs et qu'ils ne soient pas au dernier moment être obligés d'être sollicités parce qu'ils ont une vie personnelle aussi. Et on ne peut pas, plus notre planification est fiable, moins on les sollicite pour rester plus longtemps parce qu'on a mal planifié et qu'il y a une journée à finir. Donc c'est primordial, oui, tout à fait. Je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Hervé, s'il te plaît. Oui, Jean-Philippe, bonjour d'abord et bonjour à tous. Alors, une première question. Comment a été accepté ce nouvel outil par les équipes? Et pour les plus réticents, quelles conduites du changement ont été menées? Alors, vous avez enregistré des réticences, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, oui, ça va peut-être nous fliquer, ou je sais pas, enfin, est-ce que vous avez eu ce genre de remarques? Pas tellement, parce qu'au final, pour le personnel, notamment pour les préparateurs de commandes, ce qu'ils voyaient surtout, comme je disais tout à l'heure, c'était un affichage différent. Après, le mode de calcul, ils le voyaient pas particulièrement. Et comme on avait vraiment eu une période, alors je me souviens un peu de la durée, où on a eu les deux plannings, enfin les deux versions en même temps, ça nous permettait de voir qu'est-ce que nous apportait le tableur, qu'est-ce que nous apportait la solution AB Value, et de checker qu'on était cohérent. Donc, et on a vraiment essayé de faire en douceur, dans le sens où, par exemple, si on avait des écarts avec AB Value qui nous planifiaient moins de personnel, on ne suivait pas toujours AB Value, on se disait, on fait un peu entre les deux, on voit ce que ça donne pour que justement ça soit un peu transparent pour le personnel. Et après, en fonction, si on se disait, en fait, AB Value avait raison, on aurait dû en mettre un petit peu moins, ou au contraire, AB Value avait tort, on réajustait avec Pierre-Antoine pour comprendre ce qui avait fait cette différence. C'est pour ça que
Je ne pense pas que le personnel, ils aient vu un changement majeur. Pour nous qui En tous les planifions... cas, pas Oui. négatif, en tous les cas. Oui. Pas négatif. Ouais. Non. On a fait le choix et ABValue permet de le faire. Je pense que Steph en a Ouais. parlé sûrement dans son dernier truc, d'avoir de la productivité individuelle. Ouais. Nous, notre choix, ça a été de dire, nous, on ne souhaite pas mesurer la productivité individuelle. On se sert de ABValue comme un outil de planification. On gère notre performance globale. Donc les gens ne pouvaient qu'accepter, en Ouais. fait, finalement. Ouais. On n'est pas là sur une solution de flicage ou de savoir est-ce qu'ils ont fait beaucoup ou pas beaucoup. On est vraiment sur un accès planification. Ouais, comment optimiser l'outil, comment optimiser le site, Oui, parce le qu'en site fait, logistique. Quoi. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est sûr que si on met trop de personnes, les gens aussi, voilà, être au travail et pas avoir les colis à préparer, c'est pas forcément judicieux pour eux non plus. Donc en fait, il faut trouver cet équilibre. Merci. Hervé, une autre question peut-être? Oui, bien sûr. Comment avez-vous réalisé la transition entre un ancien système et cette solution ABValue? Les deux systèmes ont-ils pu cohabiter? Je crois que Jennifer l'a expliqué tout à l'heure. On avait nos tableurs et on a en parallèle, sur une période donnée, travaillé avec les deux outils pour pouvoir comparer les résultats qui étaient faits avec l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Et quand on est arrivé au moment où on avait affiné notre modèle et des résultats proches en termes de projection, eh bien on a laissé tomber nos tableurs au profit de la solution ABValue. Bien sûr, après, derrière, j'espère que, en tout cas, c'est ce qu'on le constate, ABValue nous permet de mieux planifier. Donc, mais dans un premier temps, il fallait qu'on retrouvait un peu les mêmes éléments. C'était la première étape. Et ensuite, par l'affinage de nos modèles, d'aller chercher une meilleure planification en termes d'effectifs. Parce qu'il y a une notion qu'on a abordée rapidement, c'est la partie flux. Effectivement, entre un flux qui est exprimé en tonnage, qui doit se convertir ensuite en unités d'œuvre par métier, les unités d'œuvre du cariste, les unités d'œuvre du préparateur, ça permet aussi, comme on a l'historique et la traçabilité des flux planifiés, de comparer justement la qualité de la planif, non pas en tonnage global, mais en unité d'œuvre, pour voir s'il y a une bonne adhérence entre la prévision et la réalité du flux tel qu'il a été réalisé, ce qui permet par retour d'expérience d'affiner effectivement les modèles de, je ne parle pas de prévision, mais des modèles de planification d'activité. C'est pas transformer du poids en nombre de colis. Vous déterminez au départ, on a pris un poids moyen, en disant un colis ça fait 4 kilos. Et avec notre historique, on a pu affiner pour dire que le colis ne fait pas 4 kg, mais il fait 4 kg 2 ou 3 kg 8. Et forcément, ce ratio permet de calculer un nombre de colis plus juste par rapport à la réalité de notre historique. Donc voilà, et puis ça peut changer aussi. On fabrique des nouveaux produits, on en arrête, les poids des produits changent. Donc c'est un travail qui se fera permanent en fait. Finalement, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 6 mois ou tous les 3 mois, de pouvoir voir nos ratios et de pouvoir ajuster nos ratios dans l'outil pour qui s'adapte au plus près de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, en tout cas de ce qu'on vit actuellement. Dans la plupart des organisations, le portefeuille réel de commandes avec les vrais colis, les vraies palettes, etc., on les a la veille ou des fois même dans le B2C en cours de journée. Alors que la planification des effectifs, elle doit être anticipée, alors je ne sais pas sur Yoplait, mais peut-être 15 jours à l'avance ou une semaine. Donc on n'a pas le portefeuille par définition. On a juste des prévisions un peu globales de volume. Oui, ces planifications, vous les faites combien de temps à l'avance à peu près? Une semaine. Une semaine. Ah oui, c'est très court. En fait, non. On fait une semaine pour établir le planning de la semaine prochaine. Mais par contre, on anticipe, on a déjà pré-mâché, si je puis dire, le planning sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, il y a une prévision il y a une prévision court terme et long terme. Voilà, c'est pour ça ce que j'allais dire. Le court terme, c'est la semaine prochaine, opérationnellement, qu'est-ce que j'ai à faire. Et le moyen ou long terme, comme le disait Jennifer, c'est plus pour gérer les congés, savoir combien de personnes, quand est-ce qu'on peut avoir comment on peut lisser nos congés par rapport à une prévision plus long terme. Côté éditeur, est-ce que le fait de travailler comme ça avec une société très spécialisée dans un domaine, est-ce que ça vous permet d'enrichir l'outil de fonctionnalités auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ?
Oui, la partie, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les secteurs d'activité différents, ça reste quand même à 80% en générique, mais David l'a dit, il y a quand même tout le temps une ou deux adaptations à faire. Je prends les histoires du portefeuille de commandes. Sur Yoplait, effectivement, on va l'avoir la veille. Par contre, sur du B2C, les commandes, elles tombent au fil de l'eau pendant la journée. Donc eux, ils ont d'autres problématiques à gérer, qui est l'avance-retard par rapport à leur portefeuille. Qu'est-ce que je prends en avance sur le portefeuille de demain que j'ai déjà en partie pour pouvoir combler, occuper mes gens jusqu'à la fin de la journée. Et donc eux, ils ont ce jonglage permanent à faire entre avance-retard. Ce qui est sans doute moins le cas dans le frais, puisque le frais, de toute façon, il faut exécuter les commandes, vous les avez à 6 heures, à 9 heures, elles doivent être parties, donc il n'y a pas à se poser la question de l'avance-retard. Donc il y a des problématiques, effectivement, sur lesquelles nous, on s'enrichit, on capitalise, comme on l'a dit, notre approche, elle est plutôt métier. Donc le fait d'avoir fait Yoplait, Steph aussi, ils sont pas mal dans le frais, on capitalise à chaque fois sur nos expériences clients, et ça a des apports, notamment sur la méthode de mise en œuvre, qui permet de faire maintenant en distanciel, en partie, un projet comme ABValue. Il y a 3 ans, on n'aurait jamais fait un projet comme ça, parce qu'on aurait eu moins de méthodes et une approche, on va dire, moins spécifique au contexte Yoplait. Ce volet RH, ça correspond à une demande aujourd'hui de la part de vos clients, où vous avez déjà installé le WMS, par exemple? Oui, de toute façon, la problématique RH, elle est générique. Il n'y a pas un entrepôt sur Terre qui n'a pas besoin de planifier ses effectifs. Pour autant, ce n'était pas toujours dans l'outil. Oui, c'est ça. La problématique, elle est plutôt, est-ce que je passe dans une dimension industrielle, avec ce que disait Jennifer, quelque chose de sécurisé, de fiable, etc., ou est-ce que finalement, je reste sur mes outils, on va dire, bureautiques classiques, avec des tableurs divers et variés. Donc, le vrai choix, c'est de faire le choix volontaire de passer dans une dimension plus industrielle. Justement, est-ce que ça... Donc, c'est ça notre difficulté, nous aussi, en termes de vente, puisque forcément, il y a un outil qui existe. Ouais. Et donc, il y a un dialogue qui s'opère toujours entre la partie RH et la partie WMS. Oui, parce que la partie RH, elle est impliquée dans le... Enfin, notre interlocuteur privilégié, sont les opérationnels des entrepôts. Mais vous avez besoin de vous nourrir d'informations. Oui, les codes opérateurs. Des fois, il y a des routines qui sont différentes entre un client et un autre pour la création d'un code, la création d'un intérimaire. Des fois, ça se fait dans l'outil, on va dire, de paye. Et donc, ce sont des informations qu'on récupère, nous, ensuite, dans ABValue. Donc, là, c'est vraiment du cas par cas en fonction des clients. Mais oui, la RH est forcément impliquée à un moment donné, ne serait-ce que pour la création de l'opérateur. Et après, nous, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, les time tracking, on peut annoter, par exemple, les heures de délégation. Voilà, un opérateur qui est un délégué va avoir une heure de délégation ou de formation. Il faut qu'on déclare ces éléments dans nos outils RH. Donc aujourd'hui, on a toutes ces informations-là qui sont faites dans ABValue. Donc on est en train de travailler pour faire une interface entre ABValue et nos outils RH pour pouvoir éviter cette double saisie. Finalement, on a tous les éléments d'un côté et on est obligé de les reporter dans nos outils RH. Donc là, il y a une interconnexion qui peut se faire aussi avec les SIRH qu'on appelle. Très bien, je crois qu'on a fait un large tour de la question. En tous les cas, merci, un grand merci à Dessia pour... Pardon, non, on me fait... mais que fait la régie? Elle ne me fait pas de signe pour me dire qu'il y avait plein de questions. Alors bon, on va prendre, si on a encore un petit peu de temps, on va prendre 2 ou 3 questions. Hervé, vas-y. La planification des ressources se fait sur la base des prévisions des expéditions. Quelle est la fiabilité des prévisions et y a-t-il une connexion avec les commandes fermes à expédier en A pour A? Alors, les prévisions, c'est pas une science exacte. Donc, d'accord. Donc, une prévision, par définition, elle n'est jamais parfaite. Bien sûr, on a des niveaux de fiabilité qui quand même sont relativement bons, mais on peut avoir des aléas qui sont liés aussi potentiellement à des événements. La météo peut être aussi un événement. Alors, bizarrement, quand on le yop en bouteille, quand il fait chaud, on en vend beaucoup plus. Donc tout est basé sur la prévision, puisque les commandes, on les reçoit le jour même. Comme on fait notre planification à S-1, il n'y a pas de lien, si c'est pour répondre à la question, il n'y a pas de lien entre les commandes et notre planification. Le seul lien qu'on va faire, finalement, c'est a posteriori,
pour vérifier, comparer. Voilà, j'ai planifié 100 Ouais. et réellement, j'ai eu 90. Ouais. Et donc là, on est dans l'analyse a posteriori. Oui. Je ne peux pas l'avoir avant. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai que cette analyse-là qui nous permet de se définir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé sur ces prévisions-là et de travailler avec les équipes de prévision de vente. Oui. Par exemple, je prends un exemple sur les jours fériés. Les jours fériés, on est sur de la prévision, on fait du report de volume. Ah oui, on pense que tant de pourcents va être fait le jeudi, si le férié c'est le vendredi, ça va être fait le jeudi ou le samedi ou le lundi. Donc là, on est plutôt à posteriori pour dire de travailler avec les équipes de prévision en disant, voilà, le report, il n'a pas été en tout cas, il s'est pas bien calé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce report-là? Ça passe par de la communication client, finalement, de savoir qu'est-ce que font nos clients en termes de, comme on n'a pas les commandes à l'avance, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? Est-ce qu'ils souhaitent passer 2 commandes à l'avant? Est-ce qu'ils vont grossir leurs commandes avant? Est-ce qu'ils vont grossir leurs commandes d'après? Voilà, donc c'est de travailler sur ces éléments-là. Et d'en tirer des enseignements. Et en tirer des enseignements et de pouvoir travailler sur nos prévisions pour les ajuster au mieux. Après, on a des équipes qui sont très actives. En ce moment, on le vit aussi, on a de forts volumes. On est dans la sollicitation, en tout cas, on est en train de travailler avec les prévisions en disant tes prévisions, elles sont un peu justes. Est-ce qu'on ne peut pas les gonfler un peu ou les travailler ou nous les faire manuellement en disant OK, là on a un écart. Qu'est-ce que moi, en termes de. Je vais jouer manuellement. On a dit il y a un calcul automatique, mais ça n'empêche pas de venir manuellement réajuster et de dire là j'ai une période un peu compliquée. On est un décalage un peu avec les prévisions, Jennifer va pouvoir repositionner des ressources supplémentaires et non pas calculer par AB Value, parce que lui, il est basé sur les prévisions, mais de pouvoir réajuster ces ressources-là. Si j'ai répondu à la question, je pense... Merci Hervé. Est-il possible de nous communiquer le ROI de ce projet et cela vous a-t-il permis de constater une diminution de l'intérim pour une activité équivalente? Alors, le ROI, il n'est pas chiffré. En tout cas, il n'est pas chiffré. En tout cas, nous, ça a été un choix. Notre ROI, c'est la satisfaction de nos collaborateurs dans la fiabilisation de leur planning. Ça, c'est un ROI qui n'est pas estimable et pas quantifiable. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ça a été notre choix. Voilà. Après, on espère, au fil du temps, ajuster au plus fin nos plannings, donc de ne pas avoir trop de ressources par rapport à un volume donné, ou l'inversement, pas assez de ressources pour un volume donné et de ne pas livrer nos clients. Donc ça, je n'ai pas de chiffres à vous communiquer, mais c'est ces objectifs-là qui sont attendus. Et sur la partie intérimaire, alors, est-ce que ça a permis de diminuer le nombre d'intérimaires ou pas? Non. On ne le constate pas forcément aujourd'hui, mais on pense que plus vous êtes juste, plus vous allez affiner. Alors après, les intérimaires, moi, je ne fais pas forcément de lien entre les deux. L'intérimaire est un volant qui permet de gérer des fluctuations. Si vous avez des permanents, voilà, on sait que dans nos métiers, c'est 25% d'intérimaires. Il y a des entrepôts qui ont moins, qui ont plus, etc. La difficulté de l'intérimaire aussi, c'est que nous, on travaille sur 6 jours sur 7 et 3-8. Donc, il y a des shifts qu'on est obligé de combler par de l'intérimaire. Notamment sur le samedi, on va peut-être aller chercher plus de l'étudiant pour pouvoir compléter ça. On est plus sur un équilibrage, en fait, des charges de travail à l'intérieur de l'entrepôt. Hervé ? Donnez-vous la priorité à la planification à long terme ou à court terme dans votre modèle et pourquoi? Nous, on est dans un monde vivant. On n'a pas de commande d'avance. Donc, ce qui fait foi, le long terme nous permet juste de faire de la projection, comme l'a dit Jennifer, sur nos congés. Et comment on va gérer nos congés. Mais sur du long terme, nos prévisions ne sont pas juste à 100%. Il peut y avoir tellement d'événements entre les deux qui fait que le long terme nous sert juste à faire de la projection par rapport au congé. Nous, ce qui fait foi, c'est le court terme. C'est la semaine suivante. Toutes les semaines, on produit un planning pour la semaine suivante. Une dernière question. Quelle finalité donnez-vous au suivi de la performance individuelle et équipe et au suivi des compétences individuelles? Alors, je crois que vous avez un petit peu répondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de suivi individuel, on est plus dans la gestion de la globalité. Nous, c'est notre choix, mais l'outil permet de le faire. Nous, c'est notre choix de ne pas gérer via l'outil la performance individuelle. Et on ne mesure pas la productivité individuelle. Nous, ce qu'on regarde, c'est la performance globale.
Néanmoins, il y a la gestion de la compétence. Jennifer a parlé de la polyvalence, donc ça permet de savoir qu'un opérateur il est compétent sur le processus 1, pas sur le processus 2, etc. On définit des profils qu'on affecte à des métiers, donc on sait exactement qui sont sur les collaborateurs, sur quel métier ils peuvent aller. Très bien, cette fois-ci, je crois qu'on peut vraiment conclure et vous remercier. Merci à DSIR pour l'initiative de cette matinée. Merci également à Yoplait pour son témoignage pertinent et merci à vous d'avoir suivi le débat et nous vous souhaitons de profiter de tous les bons produits Yoplait, le produit La Petite Fleur, dans les prochains jours. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.